Bonsoir et merci d'être avec nous. Je vous souhaite la bienvenue aux 20h, le top premier des jours ouvrables de cette semaine. Grève dans le secteur du transport urbain. La bombe est désormais désamorcée. La grève annoncée pour demain vient d'être suspendue selon des sources. Les syndicats de transporteurs retournent à la table de négociation. Les populations de Yassa dans la ville de Douala sont en colère. Elles s'insurgent contre leur déguerpissement forcé. Les infortunés disent en ignorer jusqu'ici les véritables raisons. Infrastructure routière entre l'utile et l'agréable, que faut-il choisir? Rendez-vous dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. Des titres et bien d'autres seront développés dans un très court instant. De l'éducation à l'ouverture de cette édition examen officiel 2013, après l'enseignement technique, les épreuves du baccalauréat général sont lancées depuis ce matin sur l'ensemble du territoire national. Plus de 930 candidats sont sur les starting blocks au sous-centre d'examen du lycée Jos, c'est dans la ville de Douala. Littérature et philosophie étaient au menu de ce lundi. C'est un reportage signé Mitterrand Dam et Étienne Pascal Azegue. Au moment de notre arrivée au sous-centre écrit du lycée Jos à Douala, les candidats venaient à peine d'achever la première épreuve de la journée. Il s'agit de la littérature pour les séries A et D et de la philosophie pour les séries C et E. En littérature, 3 sujets étaient au choix entre la contraction de texte, le commentaire composé et la dissertation. Le choix des sujets s'est opéré selon la compréhension d'après les candidats. Le commentaire composé, c'est l'exercice dans lequel je me sens à l'aise. On saurait choisir un exercice qu'on ne traite pas souvent et le prendre à l'examen. Pour le sujet 1 qui parlait, c'était la contraction de texte. Ce sujet, en gros, c'était un sujet qui portait sur le développement de l'Afrique. Je me sentais plus à l'aise sur ce sujet et que je ne connaissais pas le thème de la dissertation, ce qui est primordial dans un devoir de dissertation. Donc, j'ai préféré prendre la contraction de texte. Au sous-centre écrit du lycée Jos, 933 candidats sont recensés, mais l'un de ces candidats n'a pas composé ce matin parce qu'ayant confondu la date de début des épreuves. Il y a un candidat qui est venu à 10h moins le quart, qui venait lui
Intérieur. Alors, il est créé une commission spéciale comprenant 25 membres et reflétant la configuration politique du Sénat. Le doyen d'âge du Sénat camerounais son rôle en attendant la mise sur pied du bureau du Sénat depuis le 20 mai dernier. Font Victor Moukete est de plus en plus considéré dans le protocole d'État. On l'a vu. Quelle lecture peut-on en faire? Le sociopolitiste Mathias Eric Onangini réagit dans cet élément, une fois de plus, de Marcelin Gangsop. C'est depuis le 20 mai dernier que le débat sur le pouvoir du doyen d'âge du Sénat s'est invité dans toutes les conversations. Ce jour-là, au boulevard du 20 mai, Fon Victor Moukete était bel et bien assis aux côtés du président de la République et du président de l'Assemblée nationale. Puisque nous n'avons pas encore le bureau du Sénat et nous n'avons pas de président du Sénat. Mais comme il a fallu gérer un certain nombre d'impératifs symboliques, le doyen d'âge a tenu lieu de président du Sénat pour qu'il n'y ait pas de vide dans le dispositif protocolaire. Parce que quand même les sénateurs avaient déjà tenu la session de plein droit qui permettait d'installer ce Sénat-là. Dimanche 26 mai, il était également à l'aéroport pour dire au revoir au couple présidentiel qui quittait Yaoundé pour un séjour privé en Europe. Les habitudes du protocole camerounais font que quand le président de la République se déplace, il y a pour le recevoir à l'aéroport au moment où il part et même pour revenir un certain nombre de personnalités institutionnelles. Le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, désormais aussi, il y aura le président du Sénat, sauf que le président du Sénat n'étant pas encore désigné, on fait comme s'il est en faisant jouer ce rôle au doyen d'âge. Mais le doyen d'âge du Sénat n'est pas aussi puissant que certains le pensent. La preuve, il ne peut en aucun cas assurer la vacance à la tête de l'État. Les dispositions ordinaires en la matière font que c'est le président du Sénat qui assure la vacance du pouvoir. Comme le Sénat n'est pas complètement installé, ce sont les dispositions transitoires qui continuent à jouer. Ça veut dire que si jamais une telle hypothèse venait à survenir, c'est le président de l'Assemblée nationale qui serait en position d'assurer cette vacance du pouvoir, parce que le président du Sénat ne serait pas encore désigné. Et toujours en politique, nous parlons de l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, engagée une fois de plus dans la voie de la réconciliation. Les trois grandes tendances se sont retrouvées le week-end dernier à Ezeka dans le département du Nyong et qui est les régions du centre du Cameroun. Les trois groupes qui tirent les leçons des conséquences de leur implosion à l'occasion des sénatoriales du 14 avril dernier s'engagent à prendre part aux prochaines échéances électorales avec une seule liste dans chaque circonscription électorale. Ils s'engagent également à préparer un congrès unitaire, entre autres résolutions, signé par les mandataires des trois tendances. Nous y reviendrons. Le SDF a 23 ans. L'événement a été célébré hier 26 mai 2013 à Bamenda, où le parti de la balance a vu le jour en 1990, un moment de communion chez des militants Elmondini et Sandrine Babo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. C'est avec faste et solennité que tous les militants et sympathisants du Social Democratic Front se sont retrouvés au stade municipal de Bamenda ce 26 mai 2013 pour célébrer le 23e anniversaire du parti. Occasion pour le principal parti d'opposition au Cameroun de faire le bilan de toutes ces années de combat pour la démocratie. Merci aux militants du SDF pour leurs efforts dans le combat pour la démocratie et le changement au Cameroun. Le SDF défile avec les urnes et les ordinateurs et même aujourd'hui, le SDF interpelle l'ECAM pour introduire le bulletin de vote unique. La vie au sein du parti n'a pas toujours été un long fleuve tranquille du fait de quelques tensions souvent enregistrées entre les militants. Ne manqueront pas de souligner des responsables du parti de la balance. Il était également question, au cours de ces retrouvailles, de rassembler toutes les forces vives et responsables du parti et surtout mettre sur pied une stratégie pour préparer avec sérénité les prochaines élections législatives et municipales. En rappel, c'est le 26 mai 1990 à Bamenda
Menda que le SDF est fondé pour défier la dictature monopartiste du parti au pouvoir. Le parti enregistre aujourd'hui plusieurs participations effectives aux grands rendez-vous politiques de l'histoire du Cameroun, notamment les récentes sénatoriales où le SDF s'entire avec 14 sièges à la Chambre haute du Parlement. Au sujet de la grève dans le secteur du transport urbain annoncée pour demain, notons que la bombe est désormais désamorcée depuis la rencontre tenue ce jour dans la ville de Douala entre le préfet du département du Vouri et les deux factions qui ne s'entendaient pas sur le timing. Mais auparavant, la coalition de ces syndicats était face à la presse le week-end dernier dans la ville de Douala. Flavien Valondongo. Le climat reste tendu au sein des différents syndicats de transport urbain à Douala. Deux factions ne s'accordent pas sur les motivations d'un mot d'ordre de grève annoncé. Nous avons dit que la brigade routière rançonne la population au vu de tout le monde. Nous demandons toujours pourquoi un corps pareil, si c'est un corps pareil au-dessus des lois du Cameroun. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous voulons faire la grève. Il ne peut pas y avoir grève parce que ceux qui l'annoncent ne sont représentatifs de rien. Il n'y aura rien. Vous verrez. Nous ne connaissons pas d'existence d'une coordination à Douala. En effet, l'une des deux factions s'insurge contre les tracasseries policières pendant le contrôle routier et surtout contre le non-paiement des sinistres par les assureurs. Les assureurs ne payent pas de sinistres au Cameroun. Ils nous maintiennent toujours comme des esclaves. Depuis 2008, il n'y a plus jamais eu grève parce que le concept de dialogue social nous a permis, nous les vrais syndicats, d'obtenir beaucoup de choses. Pour le camp d'en face, l'on estime que la grève du genre pourrait troubler l'ordre public et propose d'attendre les résultats des pourparlers engagés avec le gouvernement. La coalition des syndicats réunis samedi dernier dans la capitale économique dit rester ouverte au dialogue en attendant la date de mardi, jour annoncé pour le débat. Ce n'est pas l'unanimité. Voilà, la grève annoncée donc pour demain dans ce secteur d'activité est suspendue. Les syndicats ont consenti à retourner sur la table de négociation. Pas de négociation possible jusqu'ici dans ce litige foncier qui met en cause les habitants du quartier Yassa dans la ville de Douala. Les infortunés sont désormais à la Belle Étoile. Ils ont reçu il y a quelques jours la visite de gros engins qui ont détruit leur maison d'habitation, toute chose à l'origine de leur mécontentement. Les raisons de ce déguerpissement forcé restent inconnu des victimes. Des détails avec Julie Ngué. Ils sont nombreux, comme cette jeune mère et son enfant, à passer la nuit en plein air au quartier Yassa, c'est à Douala. Les raisons de ce déguerpissement, l'on évoque un litige foncier. Les habitants sont dans un profond désarroi. Ils sont venus le matin à 5 h, nous réveiller du lit quand se lève, on enlève les choses et casse. Ils ont vu le bébé, mais ils ont dit qu'on les a envoyés de venir faire le travail, qu'il faut qu'ils fassent seulement le travail et que pas tout. Je suis tombée évanouie, ça à l'hôpital même. Même depuis ce jour, l'enfant est malade. Cet enfant est malade, nous ne savons pas comment faire. Cet enfant est malade, papa. Moi-même, je ne suis pas, ça ne va pas. Les sinistrés affirment que ce n'est pas la première fois qu'ils vivent pareil scénario. Ça fait la deuxième fois qu'on nous casse ici. On ne sait pas pourquoi, on ne sait qui vient chaque fois nous casser. Nous dormons dehors avec les enfants. On peut investir comme ça et on se retrouve dehors. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Décidés d'en finir avec cette histoire, ils ont barré la voie publique, suscitant ainsi la descente du sous-préfet de Douala 3e. Ce dernier, qui a vivement condamné cet acte, s'est rendu sur les lieux, accompagné des éléments de force de maintien de l'ordre. S'agissant des titres fonciers, ça se règle devant la justice. Si la justice a dit le droit et qu'il y a eu des déguerpissements, nous ne sommes pas présentement au courant. Mais nous sommes venus ce matin pour dégager ces populations qui pensent dire leur mécontentement sur la voie publique. C'est ça notre mission ce matin. La voie publique est réservée aux voitures et à la circulation, non pour des mouvements d'humeur. En attendant que l'affaire soit tirée au clair, plus d'une vingtaine de personnes sont sans abri. Hygiène et salubrité, le travail reste immense dans certains quartiers de la commune d'arrondissement de Douala 2e. Des femmes sont appelées à plus d'ardeur au travail. Elles ont été récompensées hier à l'issue du concours lancé par la mairie de Douala 2e. C'était à la faveur de la fête des mères. Claude Requois et Flavien Valondongo. Des carnivaux insalubres, des drains qui constituent des champs de production des moustiques, dégageant des odeurs nauséabondes. C'est du moins le visage que reflètent quelques quartiers de l'arrondissement de Douala 2e. Au marché des porcs là-bas, beaucoup de maladies proviennent quand ils enlèvent les déchets du porc, ils jettent ça là-bas
il faut qu'il y ait une chose, une place où l'eau doit couler. Ça crée beaucoup de saleté. Cela est à côté d'une mosquée. Et quand vous dites qu'il y a choléra, vraiment, je vous dirais que si le choléra vient, ça peut venir par là parce que là-bas, il y a l'eau stagnante. Un visage qui contraste avec les prix reçus par les associations des femmes de cette partie de la ville engagées dans le combat contre l'insalubrité à travers un concours lancé par Maître Denise Fampou, maire de l'arrondissement de Douala 2e. Cette fois-ci, la formule a changé. Il ne s'agit plus des ménagères, c'est-à-dire des individus, mais plutôt des associations, puisque nous avons fait de la salubrité dans notre environnement. Toutes nos excuses. Je vous propose maintenant de découvrir la localité de Mbouem. C'est une localité située dans le département de Mbui. Nous sommes dans la région du nord-ouest du Cameroun. Le maire de cette commune promet d'aménager des routes pour donner à sa localité un visage assez rayonnant. Des détails dans ce reportage de Viviane Kamwa. Mveng, localité située dans le département de Mbui. Village pittoresque de par son paysage et son agriculture. Ici sont cultivés pommes de terre, maïs, arachides, tubercules de manioc et le riz cultivé dans ces rizières. Ici également, de l'huile de palme, Une fois de plus, toutes nos excuses en économie, on espère que cette fois-ci c'est la bonne. Une monnaie unique africaine, l'idée reste noble, mais son opérationnalisation doit obéir à un processus. Les défenseurs de cette thèse affirment que le processus prendra en moyenne une trentaine d'années encore. Joël Essengue et Serge Alain Otto. C'était l'une des volontés de Muammar el-Kadhafi dans la construction du panafricanisme. La monnaie unique. Le leader libyen avait fixé le cap en 2014. Malgré sa disparition, l'idée continue de faire son chemin. Pour Léonard Eoussa, spécialiste des politiques publiques budgétaires, l'idée reste louable, mais un certain nombre de préalables s'imposent. Est-ce que nous avons une stabilité politique qui puisse garantir la sécurité d'une monnaie africaine? Si nous avons une stabilité politique et que vous rassurez aux Africains et aux autres qui vont partager cette monnaie avec les Africains qu'il n'y aura plus de guerre institutionnelle, de coups d'État et qu'on aura des ensembles macroéconomiques suffisamment stables ou alors un grand ensemble macroéconomique stable, alors on peut penser ou alors rêver d'une monnaie africaine. L'idée qui a refait surface lors du 50e de l'unité africaine à Addis Abeba conduira l'Afrique à une union monétaire, lui donnant la latitude d'une très grande ouverture du marché et de débouchés. Ça nous permet de mieux nous présenter par rapport aux autres économies. Lorsqu'on ira vers l'Asie, on aura une identité forte et solide et soudée parce que nous avons cette monnaie unique. Mais nous gagnons surtout dans la mise en commun des ressources pour les investissements et le gain des avantages comparatifs et la création des économies, à partir des économies d'échelle transfrontalières. Ce rêve, s'il venait à se réaliser, aura un coût surtout pour les économies dites fortes du continent africain. Ils vont devoir céder sur certains aspects qui sont pour eux des aspects très rigoureux comme la discipline budgétaire, la discipline fiscale. Alors on est dans un ensemble, dans un continent où nous n'avons pas de politique économique harmonisée, pas de politique budgétaire harmonisée. Il va falloir penser tout ça avant. L'Afrique compte donc aller à un marché ouvert avec le reste du monde. Et du sport football pour refermer la première partie de ce journal, l'élection du président de la Fédération camerounaise de football. Notons que le gouvernement camerounais veut voir un peu plus clair dans cette affaire. L'élection au niveau fédéral prévue samedi dernier a été suspendue. Les candidatures des 3 postulants invalidées par le Comité national olympique du Cameroun. Vers quel scénario s'achemine-t-on désormais? Voici la réponse dans ce reportage de Jean-Paul Chouniat. Avec tous les soubresauts qu'a connu le renouvellement des organes décentralisés de la Fédération camerounaise de football, le temps semble avoir suspendu son vol pour la grande famille du football camerounais. Les autorités ont décidé de suspendre le bouquet final, l'Assemblée générale élective, prévue samedi dernier à Yaoundé. Au moment où le camp y a été quasi assuré de la tenue de ces élections, à une réunion de crise au Premier ministère, il a été demandé au président sortant de la FECAFOOT de surseoir l'Assemblée générale du 25 mai courant. Dans un communiqué de la FECAFOOT en date du même 25 mai,
Il est mentionné que le président sortant Iya Mohamed a demandé et obtenu d'avoir une consultation préalable avec tous les membres de l'Assemblée générale. Tout semble être donc au point mort au moment où une décision de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun a invalidé la candidature des 3 postulants à la présidence de la FECAFOOT. Le gouvernement n'aurait pas rendu public une note officielle suspendant cette élection. La raison évoquée reste les troubles à l'ordre public qui pesaient sur la ville de Yaoundé. Des opposants au régime IA et des anciennes gloires du foot ayant décidé de marcher pour protester contre cette consultation électorale jugée comme truquée d'avance. Quelle sera donc l'issue de cette bataille aux nuits de longs couteaux? Nul ne saurait en deviner. Championnat de football Elite One, la 11e journée s'est déroulée hier sur l'ensemble des stades du pays. Les 2 clubs mythiques Canon de Yaoundé et Union de Douala ont perdu respectivement à Astre de Douala et DAC. Une fois encore, Jean-Paul Chouniat. En dominant 1-0 le Canon de Yaoundé, Astre de Douala poursuit sa course vers la quête du titre de champion symbolique de la phase allée. À 4 jours de la fin de la première étape, les Brésiliens de Bepana maintiennent le cap à 5 points de l'heure de fin Unisport du Honcam. Le Flambeau de l'Ouest à 21 points après sa victoire de 2-0 sur le Tonnerre au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, où également Renaissance de Ngoumou a laminé 3-1 Sable de Batier, le confinant davantage à l'avant-dernière place du tableau avec 10 points. Dans cette cour des grands, le Bleu DAC 2000 se révèle être un grand mangeur de gros poissons. Sur 2 coups de mâchoire, DAC mord 4-1 le Canon à la 10e journée et 1-0 l'Union au stade de Bepanda à cette 11e journée. L'équipe du président Galene Mangou est 3e avec 18 points, meilleure attaque de l'heure, 14 buts marqués. Les New Stars de Douala ont perdu leur invincibilité à Garoua, tombés 2-3 devant Coton Sport. Ils sont 4e à 16 points. Tant bien que mal, Coton Sport refait petit à petit son retard, bouclant le top 5 de l'élite à 15 points. Si le Canon de Yaoundé bat de l'aile, cela semble être le dominateur commun au club d'Imitique. L'Union de Douala tenue en échec par Renaissance de Ngoumou à la 10e journée et sa chute devant DAC 2000, la place à 13 points. Ce même nombre de points sépare les Nassara du leader Astre à 4 journées de la fin de la phase allée. Panthère étonné à 13 points chacun bouscule le club aux millions de supporters. En faisant un but partout face à Fovu, Yon Sport à 12 points est à la porte de la relégation, juste devant Dialakwan Sport, Sable et Fovu, les 3 clients actuels de la zone rouge. Fovu de Baham reste toujours bon dernier de l'Elite One avec 6 points. En 11 journées, le club du Rocher Sacré court toujours après sa première victoire de la saison. Dans l'ensemble, 15 buts ont été marqués, portant le total à 139, soit 12,6 buts par journée. Madame, Monsieur, je vous invite à présent à nous retrouver dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. C'est juste après le générique. Merci de nous retrouver dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. Et ce soir, avec nous sur le plateau de 20h, Dieudonné Kamini Djoute. Bonsoir. Bonsoir, Fénéral. Vous êtes ingénieur polytechnicien. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Nous revenons, comme annoncé à l'entame de ce journal, sur des infrastructures routières à la faveur de la relance de ce projet de construction de l'autoroute Yaoundé-Simalène, un tracé de plus de 10 km pour un coût total, que ce soit pour la première section ou la section Ras-Campagne, un coût total de 144 milliards. Et puis on a observé en fin de semaine dernière une commission interministérielle qui a fait une reconnaissance du site, la deuxième mission du JAR. Lorsque vous voyez tous ces chiffres, qu'est-ce que vous dites? Comment est-ce que vous réagissez à ce projet? En effet, tout projet d'infrastructure serait la bienvenue, mais il reste à savoir l'orientation qu'on donne à ce projet. Bon, quand on dépense, vous avez dit 100 combien milliards? 154 milliards au total. 154 milliards. La première phase de 67 milliards et puis la seconde phase de 87 milliards pour la race campagne. Voilà. Et ça, c'est pour desservir l'aéroport. Tout à fait. Je disais donc que toute infrastructure serait les bienvenues pour notre pays, mais il reste maintenant l'orientation. Bon, le choix des gouvernants n'est pas très souvent en conformité avec les besoins de la population. Les besoins de la population. La population aimerait plutôt qu'on puisse faire une autoroute de Douala-Yaoundé qui a avalé beaucoup de cadres de ce pays. Mais
l'exécutif a pensé plutôt au visage, plutôt à ce que les gens penseraient en arrivant au pays. C'est quand même la capitale du Cameroun. C'est la vitrine du pays. Oui, mais en fait, lorsque vous faites une autoroute entre Simalène et la ville de Yaoundé, bien sûr que ça fait bien pour l'aura du pays, mais en fait, dans l'arrière-pays, qu'est-ce qui se passe? Alors vous dites un projet comme celui-là, il n'est pas très utile, il paraît agréable plutôt. Il est agréable et non utile. Il est agréable en ce sens qu'un étranger qui arrive au Cameroun par avion, il descend, on le transporte par autoroute pour le centre-ville, où il va voir le palais d'Etoudi et ensuite l'immeuble de l'Étoile. Après, on le retransporte pour l'aéroport le lendemain. Il dort peut-être à Hilton. Et le lendemain, on le retransporte pour l'aéroport, pour le retour. Il pensera que le pays est déjà presque émergent. Donc, pour les gouvernants, c'est une bonne chose, mais pour la population, c'est une bonne chose. Alors, mais en termes de décongestion de la circulation, est-ce que ce projet, s'il viendrait à être réalisé, ne favoriserait pas mieux la circulation? Non, il reste à savoir pour combien de temps. Le président qui va à l'aéroport, il va combien de fois par an? Donc, si on va faire une autoroute pour plus de 100 milliards, pour les quelques moments, en évitant l'engorgement ou bien les embouteillages en ville, parce qu'on très souvent on barrait partout. Alors je pense que économiquement c'est pas bon. Alors comment est-ce que vous comprenez davantage cette antinomie dans une ville comme Douala qui regorge les 3/4 des entreprises et produit plus de 60% du PIB, on n'est pas autant d'infrastructures routières? Oui, en fait, tout dépend des choix des gouvernants. J'ai toujours dit. Et tout ça a été dicté par les groupes de pression, ce que les Anglais appellent le lobby. Bon. Il suffit que celui qui a initié le projet puisse donner pour priorité certaines choses que la population ne serait pas intéressée. Bon, il fait faire l'étude de faisabilité. Bon, il cherche le financement. Bon, très souvent, c'est le financier qui accepte l'opération, qui désigne celui qui viendra travailler. Si bien que les ingénieurs camerounais vont toujours attendre. Ils seront toujours seconds dans les œuvres parce qu'ils n'ont pas des lobbies assez costauds pour pouvoir les encadrer. Donc, quand quelqu'un met de l'argent, il contrôle l'argent. Malgré que c'est le contribuable camerounais qui remboursera ses dettes, mais ça se décide ailleurs. Est-ce que vous avez le sentiment que la ville de Douala, par rapport à ce qu'elle apporte dans l'économie du Cameroun, n'a pas les infrastructures routières qu'il faut? Oui, mais on n'a pratiquement pas d'infrastructure par rapport à l'apport dans le budget national. Je vous ai toujours dit que dans un système, si vous me permettez, dans un système où l'exécutif domine complètement les deux autres pouvoirs, c'est-à-dire le législatif et le judiciaire, c'est tout à fait normal que l'exécutif puisse dicter la loi et qu'il n'y a aucun contre-pouvoir pour pouvoir l'arrêter. Si par exemple l'exécutif dit que nous investissons 100 milliards pour réaliser l'autoroute Yaoundé-Simalène, c'est l'Assemblée nationale qui devait l'arrêter pour lui faire comprendre qu'on ne peut pas investir 100 milliards sans notre consentement. Or, à partir du moment où il y a des projets à l'arrière-pays qui sont plus importants, qui pourraient être plus bénéfiques aux populations que réaliser une autoroute. Même générateur
revenus. Il y a des projets générateurs de revenus. Parce que ne pensons pas toujours au social, c'est-à-dire aux infrastructures qui amèneraient les gens à bien circuler. Pensez aussi au fait que quand vous investissez sur les projets générateurs de revenus, bon, ça donne de l'argent qui permettrait qu'on puisse faire du social. C'est comme ça, mais dans notre pays, on a plutôt tendance à privilégier le côté social, même pas le social par rapport à la population, mais le social par rapport au gouvernement. Alors, vous dites que la ville de Douala, jusqu'ici, n'a pas les infrastructures qu'il lui faut au regard de son lourd apport dans l'économie camerounaise. Mais vous vous souvenez quand même qu'il y a des projets d'aménagement des deux pénétrantes qui ne sont pas négligeables. Oui, mais ça va démarrer quand? Par exemple, le deuxième pont est où? On a investi au moins une dizaine de millions pour faire rien que la tribune qui sera démolie tout juste après, parce que le pont va passer de ce côté-là, qui sera détruit quelques instants après l'inauguration. Maintenant, c'est laissé à l'abandon. De toute façon, on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura cette pose de la première pierre. Est-ce que les fonds ont été débloqués? Est-ce que les conventions ont été signées? Est-ce que tous les sous-traitants ont pris l'engagement, chacun de son côté, pour pouvoir réaliser ça? Alors, donc, les infrastructures à Douala, que ce soit pénétrante ouest ou pénétrante est, on est dans l'expectative. Lorsqu'on dit, par exemple, que par rapport à l'arc central d'une rue, de la pénétrante est, on va prendre 100 mètres de chaque côté, pour faire quoi? Si vous prenez 100 mètres, vous allez déguerpir combien de personnes? Et si vous voulez dédommager ces personnes, vous allez peut-être l'argent que vous aurez investi pour réaliser cette œuvre, vous allez dédommager les gens et on n'aura pas l'immeuble, et on n'aura pas l'infrastructure. Et ensuite, les gens vont revenir et réoccuper les mêmes espaces. Donc on n'aura absolument rien fait, ayant dépensé l'argent du contribuable sans rien faire. On pourrait exécuter ces 100 mètres peut-être en race campagne, comme vous disiez tout à l'heure, et arriver en ville. Bon, si on a même une autoroute à 3-4 voies de chaque côté, on n'a pas besoin de 200 mètres. Parce que 100 mètres, à partir de là, de chaque côté, ça fait 200 mètres d'envergure. On n'a vraiment pas besoin de ça. De faire autant de gaspillage. Surtout que la pénétrante est, c'est généralement une zone fortement marécageuse. Donc vous allez terrasser comment tout ce qui est comme alluvion pour pouvoir décaper les alluvions pour remettre les terres fermes. Je pense que ce sont des projets irréalisables. Alors, mais qu'est-ce qui paraît aujourd'hui prioritaire, surtout ce qui pourrait être bénéfique pour les populations, c'est l'aménagement de ces pénétrants est et ouest, ou alors la réhabilitation des axes routiers à l'intérieur même de la ville, parce que lorsqu'on parcourt certains axes routiers, ils sont totalement délabrés. On peut penser à la route qui va de Ndokoti à Niala, à l'axe Makepel-Lopom, qui sont pratiquement qui affichent un visage triste et très rébarbatif. Non, les deux sont prioritaires. Hein. Quand on aménage les pénétrantes est et ouest, c'est aussi urgent qu'on aménagerait à l'intérieur de la ville. Le véritable problème au Cameroun, c'est le suivi, c'est la maintenance, c'est tout ce qui tourne autour de la maintenance des ouvrages. Si au moindre trou, vous venez combler, vous gagnez plus que laisser d'abord les caractères se former pour que vous puissiez développer un budget d'une vingtaine de milliards pour pouvoir compenser. Il suffit d'actionner le volet maintenance des équipements, c'est tout. Alors, donc, en ville, par exemple chez nous à Bonabéry, nous avons des embouteillages de 2 heures. Donc, Bonabéry est une localité de l'arrondissement de la 4e. Voilà, 2 heures. Parce que la route est devenue des cratères, il y a des trous où il faut calculer 5 minutes pour pouvoir entrer. Pendant ce temps,
les fils de voiture s'amoncellent. Quand on met, par exemple, les caillasses, en attendant la saison sèche, les gens passent. On fait moins de 10 minutes pour pouvoir traverser. Or, qui prend la décision pour qu'on puisse combler? C'est là le véritable problème. Alors donc, il n'y a pas un suivi. S'il y avait des suivis, on n'aurait pas, même les infrastructures actuelles, si on comble tous les petits trous qui empêchent aux voitures d'être suffisamment fluides, on pourrait résoudre ce problème en attendant qu'on ait des financements pour faire de gros investissements. En effet. Merci Dieudonné Kameni Djoto, vous êtes ingénieur polytechnicien, merci d'avoir accepté ce plateau. Merci. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis, c'est la fin de ce journal. Restez connectés sur les programmes d'Equinox Télévision. Je vous reviens demain lorsqu'il sera 20h. Bonsoir.